Seigneur, s'il vous plaît, sauvez mon petit frère. Un millionnaire fond en larmes en entendant une fillette mendiant. Mon frère est en train de mourir. Cria Lucia en poussant les portes vitrées de la clinique Vida Plena. L'eau ruisselait sur son visage et ses vêtements trempés collaient à sa peau. Dans ses bras, Benjamin grelottait de fièvre, ses lèvres violacées luttaient pour respirer. La réceptionniste leva les yeux avec dédain. « Vous avez une assurance médicale » demanda-t-elle d'un ton glacial. « Vos papiers. »« Je n'ai rien, mais mon frère a besoin d'aide tout de suite » répondit Lucia en s'avançant vers le comptoir, laissant des flaques d'eau sale sur le sol immaculé. « Sans papiers, nous ne pouvons pas vous prendre en charge » répliqua la femme. « Allez à l'hôpital public, il est trop loin. Votre frère va mourir. » La réceptionniste fit une moue et continua de taper sur son ordinateur, l'ignorant totalement. Les autres patients dans la salle d'attente regardaient Lucia avec des airs de dégoût, comme si elle était porteuse d'une maladie. Benjamin toussa faiblement, son petit corps se contracta. Lucia sentit la panique l'envahir, son frère de 5 ans était tout ce qui lui restait au monde, et il lui échappait entre les bras. Les portes automatiques s'ouvrirent et un homme plus âgé, vêtu d'un costume élégant et portant un parapluie, entra dans la clinique. Ses cheveux poivre et sel étaient soigneusement coiffés, et ses chaussures luisaient sous la lumière. Sans réfléchir, Lucia courut droit vers lui, trébuchant sur ses pieds nus. « Monsieur, s'il vous plaît, sauvez mon petit frère » implora-t-elle. L'homme s'arrêta net. Ses yeux gris se posèrent d'abord sur le visage désespéré de Lucia, puis sur l'enfant qu'elle tenait. Benjamin peinait à respirer, la peau brûlante de fièvre. « Que se passe-t-il » demanda l'homme d'une voix ferme. « Je ne sais pas exactement. Il a de la fièvre depuis 3 jours, ne veut plus rien avaler, et peine à respirer. » La réceptionniste s'approcha, l'air furieux. « Seigneur Aguirre, je suis désolé, mais ces gens n'ont pas. » « Appelez immédiatement le docteur Martinez » ordonna l'homme sans hésiter. « Mais, monsieur, les règles de la clinique. »« C'est Emma Clinique. »« Faites ce que je dis. » La réceptionniste avala sa salive, puis s'élança pour passer l'appel. L'homme, Emiliano Aguirre, se tourna à nouveau vers Lucia. « Comment t'appelles-tu » ? « Lucia. »« Et lui, c'est Benjamin. »« Où sont leurs parents » Les yeux de Lucia se remplirent de larmes, mais elle resta muette. Elle ne pouvait pas tout raconter ici. Maintenant. Peu après, un médecin en blouse blanche déboula dans la réception. Emiliano le fit signe de la main. « Docteur Martinez, examinez ce garçon immédiatement. »« Monsieur Aguirre, nous n'avons ni dossier médical, ni assurance. » protesta le médecin. Emiliano le coupa d'un regard plein d'autorité. « Il y a un enfant gravement malade, faites votre travail. » Le docteur acquiesça et souleva doucement Benjamin des bras de Lucia. L'enfant gémissait. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, nous allons nous occuper de lui. » Lucia voulut suivre le médecin, mais une infirmière la retint par le bras. « Tu dois rester ici pendant l'examen. »« Mais c'est mon frère, » protesta Lucia, la voix tremblante. « Les règles sont les règles. » L'infirmière la poussa délicatement vers une chaise. Emiliano resta debout aux côtés de Lucia sans un mot. La fillette tremblait, n'était-ce que le froid ou la peur? Ses vêtements dégoulinants laissaient des traînées d'eau sur le carrelage immaculé. « Quand a-t-il mangé pour la dernière fois » demanda-t-il enfin. Lucia le regarda, surprise, personne ne s'était soucié de cela depuis longtemps. « Je ne me souviens pas. » Emiliano fit un signe à la réceptionniste. « Apportez-lui quelque chose à manger de la cafétéria, et une couverture. »« Sérieusement, monsieur Aguirre ? On dirait une plaisanterie. » s'exclama la femme, stupéfaite. Avant qu'elle n'ait fini, elle avait déjà couru vers la cafétéria. Lucia n'arrivait pas à comprendre pourquoi cet homme les aidait. Tous les adultes qu'elle avait rencontrés voulaient seulement leur faire du mal ou les exploiter. Mais lui était différent. « Pourquoi vous nous aidez » demanda-t-elle faiblement. Emiliano la regarda, et dans ses yeux brillait quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, de la bonté pure, simplement parce que c'était la chose juste à faire. 30 minutes plus tard, le docteur Martinez sortit du box d'examen, le visage grave. « L'enfant souffre d'une pneumonie sévère, mais nous sommes arrivés à temps. Il doit rester hospitalisé plusieurs jours, annonça-t-il. » Emiliano hocha la tête, le regard déterminé. « Faites tout ce qu'il faut. »« Et qui paiera ? » « Moi. » Lucia le contempla,
incrédule, un inconnu allait sauver son frère sans rien demander en échange. Puis-je le voir, finit-elle par demander. Il dort encore, mais oui, tu peux y aller, juste quelques instants. Lucia se précipita vers la chambre où Benjamin était allongé. Il était relié à plusieurs tubes, mais respirait déjà mieux. Elle lui prit la petite main froide dans la sienne. Tu es en sécurité maintenant, Benja. Plus personne ne pourra te faire de mal. Lucia s'était endormie dans une chaise en plastique, veillant sur chaque respiration de son frère pendant toute la nuit. Le soleil filtrait à travers la fenêtre de la chambre, et l'animation matinale commençait à emplir les couloirs de l'hôpital. Benjamin dormait toujours, mais sa respiration était plus paisible, son visage n'était plus violacé, comme la veille. Une infirmière entra pour vérifier les tubes. « Bonjour, ma puce. Tu as faim ?» Lucia hocha la tête. Elle n'avait pas mangé depuis le sandwich que la réceptionniste lui avait offert la nuit précédente. Son estomac gargouillait, mais elle ne voulait pas s'éloigner de Benjamin. « Ne t'inquiète pas, ton frère va bien. Va prendre ton petit déjeuner à la cafétéria. Monsieur Aguirre a laissé de l'argent pour toi. » Lucia hésita, puis céda à la faim. Elle descendit au rez-de-chaussée et se servit un plat d'œufs avec des haricots. C'était le premier vrai repas chaud qu'elle mangeait depuis des semaines, elle mâcha lentement, savourant chaque bouchée. En revenant à la chambre, elle trouva Emiliano assis près du lit. Il portait des vêtements décontractés, un jean et une chemise blanche, il avait troqué son costume élégant de la veille. « Bonjour, Lucia, dormis bien ?» demanda-t-il doucement. « Oui, merci. Benjamin s'est réveillé il y a 1 heure, il a demandé de tes nouvelles. Les médecins disent qu'il n'est plus en danger. » Un immense soulagement envahit Lucia. Elle s'approcha du lit et caressa le front de son frère. « Écoute, il faut que nous parlions » commença Emiliano d'une voix grave. « Je dois savoir d'où vous venez et ce qui vous est arrivé. » Lucia se raidit, redoutant ce moment, pouvait-elle se fier à cet homme? Tous les adultes lui avaient fait du mal. « Pourquoi voulez-vous savoir ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Parce que je veux vous aider, mais pour cela, je dois comprendre votre situation. » Emiliano se pencha vers elle, son regard empli d'empathie. « Où est votre mère ?» Les yeux de Lucia se remplirent de larmes, elle savait que ce serait douloureux. « Elle est morte il y a 2 mois. Et nous n'avons jamais connu notre père. Maman ne nous a jamais parlé de lui. Alors, avec qui viviez-vous ?» Lucia serra les poings, les souvenirs de Damian lui faisaient monter la colère et la peur. « Avec Damian, il était le compagnon de ma mère. Où est-il maintenant ? Je ne sais pas. Nous nous sommes enfuis il y a 1 semaine. » Emiliano remarqua la nervosité de Lucia chaque fois qu'elle prononçait ce nom. « Pourquoi êtes-vous parti ?» Lucia baissa les yeux et joua avec ses mains sales. Elle ne trouvait pas les mots pour expliquer l'horreur. Damian nous frappait souvent. Après la mort de maman, c'était pire, il disait que nous étions un fardeau et qu'il allait nous vendre. Emiliano sentit une colère glaciale monter en lui. Les vendait ? Que voulait-il dire par là ? Je ne sais pas. Mais il répétait ça sans cesse. Et il faisait des choses terribles. La voix de Lucia se brisa. Emiliano aperçut des ecchymoses jaunissantes sur ses bras, elle commençait à guérir. Quelle chose ? Il me battait avec sa ceinture quand Benjamin pleurait, et parfois il me touchait d'une façon qui me faisait peur. Emiliano ferma les yeux, luttant pour contenir sa rage. Comment se faisait-il que personne n'ait découvert cette souffrance ? Maître d'école, voisin, ils savaient, sûrement, pourtant, personne n'était intervenu. Damian leur répétait tous que ses enfants étaient ingérables et que c'était lui qui les aidait. « Comment est morte votre mère ?» demanda-t-il d'une voix douce. « Dans un accident de moto. Elle allait au travail, une voiture l'a percutée. Damian a dit que c'était la faute de maman, qu'elle roulait trop vite. » Un détail clochait, mais Emiliano ne souhaita pas insister davantage. « Depuis quand vivez-vous dans la rue ?» 1 semaine. Nous sommes partis une nuit quand Damian s'est endormi ivre. Nous avons pris nos affaires et couru. Et vous avez mangé ? Parfois, nous trouvions de la nourriture dans les poubelles où certaines personnes nous donnaient des tortillas. Emiliano hocha la tête, le cœur serré. Il savait qu'il devait tout faire pour protéger ses 2 orphelins et leur offrir la sécurité qu'ils méritaient tant. Mais depuis que Benja est tombé malade, je n'ai pas pu chercher de quoi manger. Emiliano resta silencieux, tentant d'assimiler toutes ces informations douloureuses.
Ces deux enfants avaient vécu un véritable enfer et se retrouvaient maintenant totalement seuls au monde. Ont-elles d'autres proches? Des grands-parents? Des tantes? Non, leur mère disait que sa famille vivait trop loin et qu'elle ne parlait plus à personne. Benjamin bougea dans son lit et ouvrit lentement les yeux. « Lucie, où sommes-nous » demanda-t-il d'une voix faible. « À l'hôpital, Benja. »« Tu vas mieux » répondit-elle, en lui effleurant doucement la main. L'enfant scruta Emiliano avec méfiance. « Qui est-il, s'enquit-il. »« C'est don Emiliano. »« C'est lui qui t'a sauvé la vie » expliqua Lucia, mais Benjamin garda le silence, observant l'homme âgé avec défiance. Emiliano s'approcha alors, le regard bienveillant. « Bonjour, Benjamin. Comment te sens-tu » ? « Mieux » répondit le garçon d'une voix rauque. « Nous allons bientôt partir d'ici. » Lucia et Emiliano échangèrent un regard inquiet. La fillette se détourna, incapable de trouver ses mots. « Où allons-nous » demanda Emiliano doucement. « Je ne sais pas » avoua Lucia, la voix tremblante. « Dans la rue, je suppose » murmura-t-elle, la peur dans le regard. « Vous ne pouvez pas vivre dans la rue » insista Emiliano, la voix grave. « C'est dangereux, surtout pour des enfants. » Lucia secoua la tête. « Nous n'avons nulle part où aller. » Emiliano resta un instant silencieux, réfléchissant. Il savait que proposer son aide serait compliqué, mais il ne pouvait pas laisser ses deux enfants livrés à eux-mêmes. « Que diriez-vous de venir chez moi en attendant que nous trouvions une solution » proposa-t-il enfin. Lucia le contempla, les yeux écarquillés, sous le choc. « Vraiment » balbutia-t-elle. « C'est une grande maison. Vous aurez chacun votre chambre, de la nourriture chaude, et Benjamin pourra se rétablir complètement. » Lucia plissa les lèvres, méfiante. « Et qu'est-ce que vous voulez en échange » Emiliano secoua la tête, un léger sourire aux lèvres. « Rien du tout. Je veux juste que vous soyez en sécurité. » Pour la première fois depuis des mois, une lueur d'espoir naquit dans le cœur de Lucia. 5 jours s'étaient écoulés depuis leur arrivée chez Emiliano. La maison, entourée d'un jardin fleuri, contrastait avec le petit appartement sordide où ils vivaient autrefois avec Damian. Maintenant, Lucia et Benjamin avaient une chambre à eux, 2 lits neufs et des draps propres. Chaque fois qu'ils avaient faim, un repas les attendait. Benjamin, visiblement guéri, courait dans le jardin pour attraper des papillons, tandis que Lucia, bien que toujours un peu méfiante, commençait à se détendre. Emiliano ne criait jamais, ne leur faisait pas de mal, et les traitait avec une douceur inattendue. Ce matin-là, alors que Lucia aidait à préparer le petit déjeuner, la sonnette retentit soudain. Emiliano quitta la cuisine, pensant au jardinier qui venait habituellement le mardi. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, il découvrit Damian, campé sur le seuil. Lucia laissa tomber l'assiette qu'elle tenait entre ses mains, l'éclat de la porcelaine brisée fit sursauter Benjamin, qui accourut à grandes enjambées. « Que se passe-t-il, Lucie » s'enquit-il, affolé. « C'est lui » chuchota Lucia, la voix tremblante. Damian. Les deux enfants se réfugièrent derrière la porte de la cuisine, le cœur battant à tout rompre. « Bonjour » lança Damian, feignant la bonne humeur. « Je suis venu chercher mes enfants. » Emiliano le scruta de haut en bas, un homme d'une 40aine d'années, sec, vêtu de vêtements propres mais bon marché. Ses yeux, petits et durs, ne reflétaient aucune sincérité. « Mes enfants » ? « Oui, Lucia et Benjamin. Je suis leur tuteur légal depuis le décès de leur mère, déclara-t-il en sortant de sa poche quelques papiers chiffonnés. Voilà les documents, annonça-t-il, tendant les feuilles à Emiliano. Celui-ci feuilleta les papiers, cependant quelque chose clochait, les timbres officiels semblaient trop parfaits, les signatures trop maladroites. Pourquoi les enfants sont-ils partis de chez vous ? Questionna Emiliano, la voix ferme. Damian haussa les épaules, amusé, ce sont des enfants difficiles. Surtout la fille, elle invente des histoires pour attirer l'attention. Elle ment sur mon compte. Quel genre de mensonge ? Qu'elle aurait été maltraitée ? Qu'elle aurait été frappée, insista Emiliano. Damian éclata d'un rire méprisant, pur en rit. Ce sont des enfants capricieux, mais je les aime comme mes propres enfants. Emiliano fixait l'homme, sentant un malaise profond. Les enfants ne veulent pas venir avec vous, observa-t-il doucement. Damian retroussa ses lèvres, révéla un sourire glacial, peu importe ce qu'ils veulent, je suis leur tuteur légal, clama-t-il, la voix impérieuse. Vous devez me les rendre, sinon j'appellerai la police, vous avez emmené 2 mineurs sans permission, c'est un enlèvement, ajouta-t-il,
les yeux maintenant durs comme du métal. Emiliano sentit un nœud se former dans sa gorge. Techniquement, Damien ne mentait pas, il avait effectivement amené les enfants chez lui sans autorisation juridique. Mais avant qu'Emiliano ne puisse répondre, Damien poursuivit, « Je pourrais aussi prévenir les journaux. Imaginez les gros titres, riche entrepreneur enlève 2 enfants pauvres. Votre réputation serait détruite. » Un rictus cruel traversa son visage. « Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment ?» finit par demander Emiliano, la voix tremblante de colère et de peur. Damien ricana, les dents serrées, « Je veux simplement récupérer mes enfants. Mais si tu préfères, on peut faire un petit arrangement, 40 millions de pesos et je disparais pour toujours. Je signerai un papier renonçant à la garde, et je ne reviendrai jamais auprès d'eux. » Son regard brilla d'avarice, c'était là sa véritable intention, obtenir de l'argent, pas la garde d'âme brisée. 40 millions, une somme énorme, mais pour Emiliano, ce n'était que des chiffres, pour Damien, c'était une fortune colossale. Emiliano resta interdit, réfléchissant intensément. Il pouvait presque fournir cette somme, mais quelque chose lui criait que céder reviendrait à trahir ses 2 enfants. « J'aurais besoin de 2 jours pour réunir cet argent », finit-il par murmurer. Damien, satisfait, se retourna pour partir, puis, sans se retourner, lança, et surtout, n'ose pas les cacher. « J'ai des contacts partout dans la ville, je les retrouverai coûte que coûte. » Lorsque la porte se referma enfin sur lui, Emiliano se précipita dans la cuisine et découvrit Lucia et Benjamin blottis l'un contre l'autre dans un coin, en larmes. « Il est parti », annonça-t-il en tentant d'apaiser leurs sanglots. « Il ne vous emmènera pas ?» Lucia leva les yeux, rouge de larmes, « Tu es sûr ?» « Oui », répondit Emiliano d'une voix douce, mais grave. « J'ai besoin que vous m'aidiez, ces papiers, vous les avez déjà vus, non ?» Lucia secoua la tête, courageuse malgré tout, « Non. Maman n'a jamais signé ça. Elle disait qu'elle ne laisserait jamais Damien s'occuper de nous s'il lui arrivait quelque chose. »« Vous en êtes sûr ?» insista Emiliano. « Oui », confirmait Benjamin d'une voix fragile. Leur mère, avant de mourir, leur avait dit qu'en cas de problème, ils devraient aller chez leur grand-mère Rosa, mais ils n'avaient aucune idée de l'endroit où elle vivait. Emiliano prit une profonde inspiration, les documents étaient manifestement falsifiés. Il devait le prouver rapidement. « Je vais appeler un ami avocat. Il nous aidera à démontrer qu'ils sont faux, » annonça-t-il. « Mais si Damien revient avant que nous ayons terminé ?» demanda Lucia, tremblante de peur. « Ne vous inquiétez pas, » répondit Emiliano en la serrant contre lui, « cette maison est protégée, personne n'entrera sans mon accord. » Cet après-midi-là, Emiliano appela Ricardo Vega, son avocat de confiance. « Ricardo, j'ai besoin que tu vérifies ces documents de garde, je suis convaincu qu'ils sont falsifiés. » « Faux documents officiels ?» s'écria Ricardo, soucieux, « c'est un crime grave, Emiliano. »« Je sais, mes 2 enfants sont en danger, » insista Emiliano, la voix chargée d'inquiétude. « Je t'aiderai, mais nous devons rassembler des preuves solides. Tu devrais aussi engager un détective privé. Tu connais quelqu'un? » « Oui, Jorge Mendoza, » répondit Emiliano. « Il est le meilleur pour les affaires concernant les mineurs. Je te passe son numéro. » Cette nuit-là, tandis que les enfants dormaient enfin dans leur lit douillet, Emiliano resta éveillé, les yeux grands ouverts. Il savait que 2 jours suffiraient pour sauver Lucia et Benjamin de l'étreinte cruelle de Damien, il devait absolument prouver que cet homme était un menteur, un escroc, un criminel. Aux premières lueurs du jour, Jorge Mendoza arriva chez Emiliano. L'homme, la cinquantaine, barbu, les yeux perçants, avait été policier pendant 20 ans avant de devenir détective privé. « Racontez-moi tout depuis le début, » dit-il en sortant un carnet. Emiliano lui expliqua patiemment comment il avait rencontré les enfants et la visite brutale de Damien. Jorge écouta en silence, prenant des notes minutieuses. « Puis-je voir les documents ?» demanda-t-il, déjà intrigué. Emiliano lui tendit les feuilles chiffonnées. Jorge les détailla à la loupe. Au bout de quelques minutes, il secoua la tête, ils sont indéniablement falsifiés. Le papier et les tampons ont l'air authentiques, mais les dates ne collent pas. Selon ce document, Elena Herrera aurait signé la garde le 15 mars, or vous m'avez dit qu'elle est décédée le 10 mars. Un immense soulagement envahit Emiliano, il tenait là la preuve que Damien avait menti. C'est suffisant pour aller à la police, songea-t-il, plein d'espoir. Mais Jorge, le regard sombre, ajouta, non, ce n'est pas tout. Ces papiers ont été insérés dans le système officiel, quelqu'un de l'intérieur nous couvre. C'est de la corruption au sein des fonctionnaires.
Il rangea soigneusement les documents dans un dossier. Avant de se pencher vers Emiliano, il faudra aussi enquêter sur la mort d'Elena Herrera. Si Damian falsifiait des documents, qu'était-il capable de faire d'autre? Cet après-midi-là, alors que Roré poursuivait son enquête, Emiliano reçut un appel de Ricardo. « Emiliano, j'ai de mauvaises nouvelles. Même si les documents sont faux, Damian les a déjà enregistrés officiellement. D'après le système, c'est lui qui est le tuteur légal des enfants. Comment cela était-il possible? Quelqu'un au service de l'état civil avait dû l'aider. Tout était plus compliqué que prévu. Emiliano sentit la panique l'envahir. Comment protéger les enfants si la loi était désormais du côté de Damian? Il donna une seule consigne à voix basse, nous devons prouver que ces documents sont faux et que Damian représente un danger pour les enfants. Sans cela, n'importe quel juge ordonnera qu'il lui soit rendu. Cette nuit-là, Emiliano ne parla pas des mauvaises nouvelles à Lucia et à Benjamin. Il les regarda dîner et jouer, comme deux enfants sans souci, se demandant désespérément comment il parviendrait à les sauver. Le lendemain, Roré revint avec une information cruciale. Elena Herrera est morte dans un accident extrêmement suspect, expliqua-t-il. Selon le rapport de police, elle aurait perdu le contrôle de sa moto et percuté un poteau, mais j'ai parlé au mécanicien en charge de la moto. Et qu'a-t-il découvert? Demanda Emiliano, le cœur déjà gelé. Les freins avaient été sectionnés. Ce n'était pas un accident, c'était un meurtre. Le visage d'Emiliano se crispa. Non seulement Damian maltraitait les enfants, mais il avait assassiné leur mère. Pouvons-nous le prouver? Pas encore, mais j'ai découvert autre chose, Elena possédait un compte en banque avec des économies. Dès son décès, quelqu'un a vidé ce compte en utilisant son identité. Roré sortit des photos de la caméra de surveillance de la banque. Sur l'une d'elles, on distinguait clairement Damian en train de retirer de l'argent du compte d'Elena. Cet homme n'avait pas seulement falsifié des documents et peut-être tué Elena, il lui avait aussi volé ses économies. Emiliano ressentit une rage mêlée à la terreur, Damian était bien pire que tout ce qu'il avait imaginé. Il nous faut davantage de preuves, réagit Emiliano. Une confession serait parfaite. Comment allons-nous l'obtenir? Roré esquissa un sourire sombre. Damian reviendra demain, soit pour l'argent, soit pour les enfants. Nous serons prêts. Cette nuit-là, Emiliano installa des caméras et des micros cachés dans le salon. Si Damian prononçait le moindre mot compromettant, tout serait enregistré. Le jour suivant, à 2 heures de l'après-midi précise, la sonnette retentit. C'était Damian, il avait trop bu, les yeux rouges, l'haleine chargée d'alcool. « Je suis venu chercher mon argent », lança-t-il en titubant. « Je n'ai pas l'argent », répliqua Emiliano, feignant l'ignorance. « Alors je prends les enfants maintenant. » Damian tenta de pénétrer dans la maison, mais Emiliano l'en empêcha. « Tu ne peux pas les emmener dans cet état, tu es ivre. » « Et alors » cracha Damian. « Ce sont mes enfants, je fais ce que je veux d'eux. » Emiliano sentit une opportunité se présenter. Il devait le faire parler. « Pourquoi tiens-tu tant à ces enfants? Tu ne les aimes pas, n'est-ce pas ?» Damian se mit à rire d'une manière effrayante. « Les aimer? Ces gosses? Ce sont une marchandise. Il y a des gens qui paient cher pour des enfants mignons. » Le cœur d'Emiliano se serra d'effroi. Il pressa encore, « Et ta femme, Elena? Était-ce un bon business aussi ?» Damian s'approcha, son haleine enivrante de whisky. Elena était stupide. Elle croyait pouvoir m'abandonner et m'emmener les enfants. Elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Tu veux savoir comment je m'en suis débarrassé? Facile. Un petit coup de cutter sur les freins de sa moto, et le tour était joué. Le sang d'Emiliano se glaça, Damian venait de avouer un meurtre. Il ajouta, ensuite, j'ai viré tout son argent de la banque. La crétine avait même écrit son code dans son portefeuille. Damian continua à parler, sans se douter que chaque mot était enregistré, les documents de tutorat m'ont coûté 20 000 pesos. Mon cousin travaille à l'état civil, c'est pour ça qu'en échange d'argent, il enregistre tout ce que je veux. Emiliano laissa durer l'échange juste assez longtemps pour obtenir tous les détails nécessaires. Quand Damian s'en alla, menaçant de revenir avec la police, Emiliano appela immédiatement Roré, on a tout enregistré, le meurtre, le vol, la falsification. Parfait, on peut aller tout de suite chez les flics, répondit Roré. Pourtant, en raccrochant, une peur atroce saisit Emiliano. Damian avait parlé de gens prêts à payer pour des enfants, s'il avait déjà organisé leur vente,
il fallait agir vite. Il se précipita dans la chambre des enfants. Lucia lisait un livre, Benjamin jouait avec ses petites voitures. « Tout va bien, monsieur Emiliano ?» demanda Lucia, remarquant son visage tendu. « Oui, tout va bien, ma chérie », mentit-il, bien qu'il sache que le cauchemar ne faisait que commencer. Le lendemain à 6 heures du matin, Emiliano se réveilla avec un nœud dans l'estomac. Quelque chose n'allait pas, il courut dans la chambre des enfants et constata que le lit de Benjamin était vide. Lucia était assise, en larmes, il est parti, sanglota-t-elle. Damian a enlevé mon frère. Quand? Comment? Gémit Emiliano, agenouillé à côté d'elle. Je ne sais pas. Je me suis réveillé, et il n'était plus là. J'ai trouvé ça sur son oreiller. Lucia lui tendit un mot griffonné à la hâte. Je veux mon argent ce soir à 8 heures, ou l'enfant disparaît pour toujours. Viens seul au hangar abandonné, 245 rue de l'Industrie. Sans flic, sinon je le tue. La peur s'empara d'Emiliano, Damian détenait Benjamin, et la menace était claire. Un homme désespéré était capable de tout. Comment est-il entré, bredouilla-t-il. Je dormais. À mon réveil, la fenêtre était ouverte, sanglota Lucia. Emiliano inspecta la fenêtre, des traces d'effraction apparaissaient sur la serrure. Damian avait forcé l'entrée durant la nuit, sans que personne n'ait rien entendu. Paniqué, il appela Roré Mendoza. Roré, Damian a enlevé le petit. J'ai la note. Ne raccroche pas, j'arrive. En attendant l'arrivée du détective, Emiliano tenta de calmer Lucia, qui sanglotait sans retenue. C'est ma faute, papa. J'aurais dû veiller sur Benja, gémit-elle. Non, ma puce, ce n'est pas ta faute. C'est moi qui aurais dû mieux les protéger. 20 minutes plus tard, Roré arriva avec un autre homme en uniforme, le capitaine Herrera, un policier sérieux d'une quarantaine d'années. Emiliano lui expliqua la situation. Le capitaine Herrera le fixa, grave. Monsieur Aguirre, j'ai besoin d'écouter vos enregistrements. Emiliano monta les caméras, et quand les voix incriminantes de Damian résonnèrent, le capitaine hocha la tête, avec ça, on peut arrêter Damian pour meurtre. Mais d'abord, il faut retrouver l'enfant. Connaissez-vous le hangar de la rue de l'Industrie? Interrogea Emiliano. Oui, répondit Roré. C'est un quartier industriel déserté, des bâtiments vides par dizaines. Parfait pour se cacher. Que fait-on? Demanda Emiliano. Je ne peux pas attendre jusqu'à 8 heures du soir. On va monter un plan d'action, répondit le capitaine. Il faut agir avec prudence, si Damian se sent acculé, il pourrait faire du mal à l'enfant. Les heures qui suivirent furent les plus longues de la vie d'Emiliano. Lucia restait assise dans le salon, serrant contre elle l'ours en peluche de son frère, incapable de manger ou de parler. À 3 heures de l'après-midi, Roré revint. On a repéré le hangar. Il est surveillé par 2 hommes armés. Damian n'est pas seul. Qui sont-ils? Demanda Emiliano, la gorge nouée. Ce sont des repris de justice, trafiquants de drogue et autres criminels. La situation est pire que prévu. Emiliano sentit son monde s'écrouler, son fils était aux mains de dangereux malfaiteurs. Vous les avez vus? Non, mais on a entendu des pleurs d'enfants à l'intérieur. À 6 heures, le capitaine Herrera exposa le plan, on encercle le bâtiment. Vous irez à la rencontre de Damian, comme il le demande, mais nous resterons en position. Au moindre signe de danger pour l'enfant, on entre. Et si le petit est en péril immédiat, on n'hésitera pas à faire appel aux tireurs d'élite. Emiliano s'habilla, prépara une valise remplie de billets factices. Lucia l'enlaça fermement. Ramène-moi Benja, s'il te plaît, je te le promets. À 8 heures précises, Emiliano se présenta devant le hangar. C'était un bâtiment de 2 étages, fenêtres brisées, murs couverts de graffitis, l'odeur de moisissure et d'ordures y régnait. Damian l'attendait, un pistolet à la main, l'air plus ivre et nerveux qu'au matin. « Tu as apporté mon argent? » « Oui, mais d'abord, je veux voir l'enfant. »« Non, d'abord l'argent. » Après un instant d'hésitation, Damian poussa Emiliano à l'intérieur du hangar. 2 hommes armés se tenaient près d'une chaise où Benjamin était attaché, la bouche bâillonnée. Le visage tuméfié, le petit pleurait silencieusement. Dès qu'il distingua Emiliano, il essaya de crier à travers le ruban adhésif, « Papa! Voilà ton fils. » Maintenant donne-moi l'argent, ordonna Damian.
Emiliano s'approcha et posa la valise devant Damian, qui l'ouvrit pour vérifier les faux billets. Très bien, prends le garnement et casse-toi. Mais quand Emiliano voulut détacher Benjamin, l'un des hommes l'en empêcha. Attends, ce type nous a vus, il sait où nous sommes. Damian fixa Emiliano avec froideur, tu as raison, on ne peut pas le laisser partir. À cet instant, les lumières du hangar s'éteignirent. Des cris, des coups de feu retentirent, la police avait investi les lieux de tous côtés. Dans la confusion, Emiliano se précipita vers Benjamin et le délia. Tout va bien, mon trésor, tu es sauf maintenant. Quand les éclairages se rallumèrent, les deux complices de Damian étaient déjà menottés, mais Damian lui-même avait disparu. Où est-il? Lança le capitaine Herrera. Il s'est échappé par une fenêtre à l'arrière, avança un policier. Trouvez-le, ordonna le capitaine. Emiliano prit dans ses bras un Benjamin tremblant et blessé, mais vivant. Papa, souffla le garçon d'une voix rauque, j'ai pensé que vous ne viendriez pas. C'était la première fois que Benjamin l'appelait ainsi. Malgré la peur et la tension, une chaleur immense envahit le cœur d'Emiliano. Je te retrouverai toujours, mon fils, toujours, murmura-t-il en le serrant fort. 2 heures plus tard, la police appréhenda Damian alors qu'il tentait de quitter la ville. Complètement ivre, il ne résista pas. Au même moment, à l'hôpital, les médecins examinaient Benjamin, quelques contusions et un choc post-traumatique, mais pas de blessures graves. Lucia pleura de soulagement en voyant son frère, et tous trois s'étreignirent, formant enfin une véritable famille, indemne. 3 mois après l'enlèvement, le procès de Damian débuta. Ce matin-là, Emiliano se leva tôt et prépara le petit déjeuner pour Lucia et Benjamin. Les enfants étaient anxieux, ils allaient témoigner ce jour-là. Dois-je raconter tout ce qu'il nous a fait? S'inquiéta Lucia, jouant nerveusement avec son toast. Raconte seulement ce qui te met à l'aise, répondit Emiliano d'une voix rassurante. La psychologue, le docteur Miranda, sera à tes côtés tout le temps. Le docteur Miranda était une spécialiste de la prise en charge des enfants victimes, et elle avait suivi Lucia et Benjamin depuis le traumatisme. Et si le juge ne nous croit pas? Demanda Benjamin d'une voix tremblante. Il nous croira, mon grand, nous avons de nombreuses preuves. À 9 heures, Ricardo, l'avocat, arriva pour les accompagner au tribunal. Il avait travaillé sur ce dossier pendant des mois et était confiant. Prêt? Aujourd'hui, on mettra tout cela derrière nous. Le palais de justice était envahi par les journalistes, l'affaire avait fait la une des journaux. Emiliano protégea les enfants des caméras en entrant dans le bâtiment. Dans la salle d'audience, Damian se trouvait face à son avocat, plus amaigri, les yeux cernés, l'air sobre mais toujours aussi menaçant. Quand il aperçut les enfants, un sourire glacial se dessina sur son visage. Le juge, Alberto Ruiz, un homme d'un certain âge, réputé pour sa droiture et sa sévérité, présida l'audience. Nous sommes dans l'affaire de l'État contre Damian Vasquez. Les charges retenues sont meurtre au premier degré, enlèvement, falsification de documents et maltraitance d'enfants. La procureure, Carmen Torres, ouvrit les débats en présentant les preuves. Voici les enregistrements dans lesquels M. Vasquez avoue le meurtre d'Elena Herrera. Elle montra ensuite les faux documents, les témoignages d'experts. Cet homme a tué la mère des enfants pour s'emparer de leur garde et les vendre, déclara-t-elle avec détermination. Ensuite, il les a maltraités, menacés, enfin, a enlevé le plus jeune lorsqu'il a senti que la situation lui échappait. L'avocat de Damian, un jeune homme nommé Pérez, tenta de minimiser les faits, mon client souffre d'alcoolisme, mais cela ne fait pas de lui un meurtrier. Les enregistrements ont été obtenus sans son consentement et tandis qu'il était ivre. Le juge le coupa, vous voulez dire qu'un homme saoul peut inventer tout ça? Ricardo se leva pour objecter, votre honneur, nous possédons aussi des preuves matérielles concernant le meurre d'Elena Herrera. Le mécanicien a confirmé que les freins de la moto ont été sectionnés intentionnellement. Le juge accepta l'objection, reprenez, madame la procureure. Plusieurs témoins furent cités, Roré Mendoza décrivit son enquête, le capitaine Herrera raconta le sauvetage de Benjamin, des médecins exposèrent les traces de violence sur le corps des enfants. Puis vint le moment le plus redouté, la déposition de Lucia. La fillette monta à la barre, accompagnée du docteur Miranda, et prit place sur le siège du témoin, paraissant minuscule dans la grande salle. La procureure l'interrogea doucement. Peux-tu nous donner ton nom complet? Lucia Herrera Vasquez. Connais-tu monsieur Damian Vasquez? Lucia leva les yeux vers lui, frissonna, et répondit d'une voix fragile. Oui, c'était le compagnon de ma mère.
Comment te traitait-il lorsqu'il vivait avec vous? Très mal, il nous frappait, moi et mon frère. Peux-tu préciser? Lucien inspira un grand coup. Le docteur Miranda lui prit la main pour la soutenir. Il me frappait avec sa ceinture quand Benjamin pleurait. Et, j'ai subi des attouchements. Des mains sur des parties de mon corps où elles n'avaient pas leur place. Un murmure parcourut l'assemblée, le juge demanda le silence. As-tu parlé de cela à quelqu'un? Lucia baissa les yeux. J'ai essayé, mais personne ne me croyait. Damien disait aux voisins que j'étais une enfant difficile. Qu'est-il arrivé après la mort de ta mère, insista la procureure. Ça a empiré, il nous disait que nous étions un poids et qu'il allait nous vendre. Une nuit, je l'ai entendu parler au téléphone, il expliquait à quel prix on valait. L'avocat de Damien se leva, tenta une objection, la fillette ne fait qu'émettre des suppositions sur des conversations qu'elle aurait mal comprises. Le juge déclara, objection rejetée. Continuez, mademoiselle. Pourquoi êtes-vous partie? Parce que j'avais peur. Chaque jour, Damien était de plus en plus violent. Une nuit, il a voulu faire encore pire que ce qu'il faisait déjà. Ce soir-là, nous avons décidé de nous enfuir. Lucia éclata en sanglots, sa psychologue l'a pris dans ses bras. Connais-tu monsieur Emiliano Aguirre? La fillette posa son regard sur Emiliano et esquissa pour la première fois un léger sourire, oui, c'est mon papa. T'a-t-il déjà fait du mal? Jamais. Monsieur Emiliano ne nous a jamais frappés. Il nous donne à manger, nous habille, nous envoie à l'école, pour lui, nous sommes sa famille. Voulez-vous retourner vivre avec Damien? Non. Hurla Lucia. S'il vous plaît, ne nous obligez pas à retourner chez lui, il nous tuerait. L'avocat de Damien tenta alors de contre-interroger Lucia, mais le juge intervint, assez, la mineure a déjà déposé tout ce qu'elle devait. Benjamin témoigna ensuite, brièvement, il confirma que Damien les maltraitait et qu'il le craignait. Monsieur Emiliano prend soin de nous, j'aime vivre avec lui, conclut-il. Après 2 jours d'audience, arriva l'heure du verdict. Le juge prendit le temps de délibérer pendant 1 heure. Lorsque la cloche retentit et qu'il réapparut, un silence solennel régna dans la salle. Dans l'affaire de l'État contre Damien Vasquez, ce tribunal le déclare coupable de tous les chefs d'accusation. Lucia et Benjamin se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Emiliano sentit un immense soulagement envahir sa poitrine. Le juge ajouta. La peine pour le meurtre d'Elena Herrera est la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Les autres peines seront exécutées simultanément. Damien resta figé en entendant ce jugement. Son avocat murmura quelques mots à son oreille, mais il ne réagit pas. Pour la première fois depuis longtemps, l'air semblait plus léger, la terreur avait pris fin, la justice triomphait, et la famille d'Emiliano était enfin en sécurité. En outre, expliqua le juge, ce tribunal confie la garde permanente des mineurs Lucia et Benjamin Herrera à monsieur Emiliano Aguirre, qui a prouvé être un tuteur responsable et affectueux. Les enfants se précipitèrent vers Emiliano et l'enlacèrent avec force, pour la première fois de leur vie, ils découvraient ce que signifiait avoir une véritable famille. Lorsqu'ils quittèrent le palais de justice, Lucia murmura à Emiliano, « Merci de ne pas avoir abandonné, papa. » Emiliano les serra tendrement dans ses bras, des larmes brillant au fond de ses yeux, sa vie venait de prendre un tournant irréversible et il n'avait jamais été aussi heureux. 6 mois s'étaient écoulés depuis le jugement, et la vie d'Emiliano, de Lucia et de Benjamin s'était installée dans une routine harmonieuse et joyeuse. Chaque matin, les enfants se rendaient à l'école, ils travaillaient sagement leurs devoirs dans l'après-midi, puis ils s'évadaient dans le jardin pour jouer dès que le week-end arrivait. Peu à peu, les cauchemars qui les hantaient se faisaient plus rares, et ils redevenaient de petits enfants comme les autres. Un samedi matin, alors que le soleil s'infiltrait doucement dans la cuisine, Emiliano profita du petit déjeuner pour partager une idée qui lui tenait à cœur depuis quelque temps. Que penseriez-vous si nous transformions une partie de la maison en lieu d'accueil pour d'autres enfants? Demanda-t-il en déposant un bol de céréales devant Lucia. Celle-ci leva les yeux et répondit avec un sourire empreint de complicité, oui, comme nous. Des enfants sans famille, en danger, ou qui ont simplement besoin d'un refuge le temps de régler leur situation. Benjamin, enthousiaste, acquiesça, on pourrait aider beaucoup d'enfants, mais il faut que vous soyez sûr d'être d'accord. Cette maison serait aussi la vôtre. Lucia réfléchit un instant et confia, pour moi, ça me va. Nous savons ce que c'est de ne pas avoir où aller. Alors, faisons-le. Durant les semaines suivantes, Emiliano fit appel à des architectes et à des ouvriers pour transformer la bâtisse.
ils ajoutèrent 4 chambres supplémentaires, aménagèrent une vaste salle de jeu baignée de lumière, agrandirent la cuisine pour qu'elle devienne chaleureuse et fonctionnelle, et créèrent une salle à manger capable d'accueillir 12 personnes autour d'une même table. Parallèlement, Emiliano recruta une équipe spécialisée, une travailleuse sociale pour veiller au bien-être des enfants, une cuisinière passionnée par la cuisine réconfortante, et une infirmière à mi-temps pour assurer les premiers soins. Il tenait à ce que chaque enfant reçoive la meilleure attention possible. « Comment allons-nous appeler cet endroit » demanda un jour Benjamin, les yeux pétillants, tandis qu'ils observaient les ouvriers en pleine activité. « Que diriez-vous de Casa Herrera » suggéra Emiliano d'une voix mélancolique, en hommage à votre maman. Les yeux de Lucia s'embuèrent de larmes, mais il s'agissait de larmes de joie, « J'aime beaucoup. Maman serait fière de nous. » Le premier enfant arriva en octobre. Il se prénommait Javier, avait 8 ans, et venait du Guatemala avec sa tante. Malheureusement, sa tante tomba gravement malade et ne pouvait plus s'occuper de lui, aucun retour auprès de sa famille n'était envisageable pour l'instant. Très timide, Javier parlait un espagnol marqué par un accent différent et utilisait des expressions que les autres enfants ne comprenaient pas. « Je ne comprends pas ce qu'il dit », confessa Benjamin à Lucia lors d'un dîner. « Moi non plus, mais nous pouvons apprendre », répondit-elle avec bienveillance. Pendant le repas, Lucia s'approcha de Javier et l'interrogea doucement. « Tu viens d'où » ? ?»« De Quetzaltenango » murmura Javier. « Mais c'est au Guatemala » s'exclama-t-elle doucement. Javier hocha la tête, les larmes aux yeux, avant de murmurer qu'il regrettait terriblement son domicile. « Moi aussi, au début, j'avais du mal à quitter ma maison, » poursuivit Lucia, « mais ici, tu es en sécurité, et Monsieur Emiliano prend soin de toi. » Au fil des semaines, Lucia se consacra entièrement à aider Javier à s'intégrer, elle lui expliqua les règles de la maison, lui fit découvrir le jardin fleuri où il pourrait courir librement, et lui assura un soutien constant pour qu'il trouve peu à peu sa place parmi eux. Un jour, alors qu'ils faisaient leurs devoirs côte à côte, Benjamin l'interpella. « Pourquoi tu utilises « vous » au lieu de « tu » ? » ?»« C'est comme ça qu'on parle dans mon pays, » répondit Javier avec un léger sourire. « C'est différent, mais ce n'est pas une erreur, » expliqua Lucia. « Apprends-nous plus de mots guatémaltèques. » Le visage de Javier s'éclaira. « Patojo, ça veut dire garçon, et cipote, ça veut dire aussi enfant, » confia-t-il. « Quelle rigolade » s'exclama Benjamin en riant. « Montre-nous d'autres mots. » Emiliano observait ces échanges avec une fierté évidente. Lucia avait un don naturel pour prendre soin des autres enfants et semblait comprendre instinctivement leurs besoins. Un après-midi, alors que Lucia aidait Javier à terminer ses exercices, Emiliano s'approcha et demanda « Lucia, as-tu réfléchi à ce que tu voudrais faire plus tard ?»« Oui, » répondit-elle, le regard plein d'espoir, « je veux étudier le droit ou le travail social. Je veux aider des enfants comme nous. » « Est-ce que cela t'intéresserait d'en apprendre davantage sur les politiques publiques ?» proposa alors Emiliano. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lucia, curieuse. « Ce sont les lois et les programmes que met en place le gouvernement pour aider les personnes, » expliqua-t-il. Instantanément captivée, Lucia acquiesça. « Oui, je veux apprendre. » Peu après, Emiliano engagea une tutrice spécialisée qui venait 2 fois par semaine pour enseigner à Lucia les rouages du gouvernement, le fonctionnement des lois, et les droits des enfants. Grâce à ce soutien, Lucia se mit à rêver d'un avenir où elle œuvrerait pour protéger et défendre ceux qui, autrefois, n'avaient rien ni personne pour veiller sur eux. La petite absorbait tout comme une éponge, elle s'était même inscrite à des cours de langue, elle voulait maîtriser les différentes variétés d'espagnol pour pouvoir communiquer avec les enfants de toute l'Amérique latine. « Pourquoi veux-tu apprendre autant de langues ?» lui demanda Benjamin. Elle répondit avec conviction, « Chaque pays parle un peu différemment, si je veux aider des enfants d'ailleurs, je dois les comprendre parfaitement. » En décembre, Casa Herrera comptait déjà 4 enfants, Javier, venu du Guatemala, Maria, de Honduras, Carlos, du Salvador, et Ana, du Mexique. Chacun portait en lui une histoire douloureuse, mais jour après jour, l'espoir renaissait. Peu à peu, Lucia devint une grande sœur pour tous, elle aidait aux devoirs, apaisait les disputes et enseignait les règles de la maison, toujours avec douceur et autorité bienveillante. Pour mieux se faire comprendre, elle avait également appris des mots propres à chaque pays. Chamaco veut dire enfant au Salvador, expliquait-elle à Benjamin avec un sourire. Quant à lui, il trouva sa propre manière de contribuer, doté d'un don particulier pour apaiser les animaux, il parvint à convaincre Emiliano d'adopter un chien et 2 chats pour la maison. Les animaux aident les enfants à se sentir mieux, argumentait Benjamin, et il avait raison, les petits, souvent apeurés et tristes à leur arrivée, se détendaient immédiatement en jouant avec les nouveaux compagnons à 4 pattes. À Noël,
Casa Herrera organisa une grande fête, Ricardo, l'avocat, Roré, le détective, la doctoresse Miranda et bien d'autres personnes qui avaient soutenu la famille furent invitées à partager ce moment chaleureux. Au cours du dîner, Emiliano se leva pour porter un toast, il confia avec émotion qu'1 an auparavant, il pensait sa vie achevée, le succès, l'argent, tout ce qu'il croyait indispensable était là, mais ce vide intérieur le rongeait. Il posa alors son regard sur Lucia et Benjamin, « Vous m'avez appris ce qui compte vraiment dans la vie, une famille ne se construit pas seulement avec le sang, elle se bâtit avec l'amour. » Il leva alors sa coupe à Casa Herrera, à tous nos enfants et au futur que nous allions bâtir ensemble. Tous se joignirent au brindis, les enfants éclatèrent de joie et se précipitèrent pour l'embrasser. Cette nuit-là, en les couchant, Emiliano se rendit compte qu'il était pleinement heureux, sa maison résonnait de rire, son cœur débordait d'amour, et sa vie avait trouvé un véritable sens. Casa Herrera n'était pas seulement un foyer pour enfants sans famille, c'était un lieu où l'on pense les blessures, où l'on forge des rêves et où l'on fait naître l'espérance. Et cela ne faisait que commencer, 5 années avaient déjà filé depuis l'ouverture, et ce qui était né pour quelques enfants s'était mué en quelque chose d'infiniment plus vaste. À présent, 4 maisons appartenaient à la structure, une à Guadalajara, une à Mexico, une à Monterrey et la dernière, à Mérida. Lucia, désormais âgée de 17 ans, était devenue une militante reconnue pour les droits de l'enfance, elle voyageait à travers tout le Mexique pour donner des conférences dans les universités, collaborant avec des organisations internationales pour faire entendre la voix des plus vulnérables. Buenos dias, companero, lança-t-elle au microphone, dans l'auditorium de l'université de Guadalajara. Je m'appelle Lucia Herrera Aguirre, et je veux vous expliquer pourquoi les droits des enfants sont si cruciaux. La salle vibrait de jeunes étudiants en travail social et en droit. Lucia n'était plus cette petite fille trempée, terrorisée, arrivée un jour à la clinique, elle était devenue une jeune femme sûre d'elle, intelligente et passionnée. Quand j'avais 11 ans, mon frère et moi vivions dans la rue, personne ne nous écoutait parce que nous étions des enfants pauvres, sans famille, le système nous avait abandonnés. Aujourd'hui, son espagnol était parsemé d'expressions venues de toute l'Amérique latine, elle avait appris à adapter son discours selon son auditoire. C'est pourquoi il est essentiel que vous compreniez ceci, les enfants migrants, ceux qui vivent dans la rue, ou ceux qui subissent des violences ne sont pas de simples statistiques, ce sont des êtres humains dotés de droits. Après sa conférence, plusieurs étudiants accoururent pour poser des questions, « Comment pouvons-nous aider depuis nos futures professions ?» demanda l'une d'elles. Lucia répondit sans hésiter, « Étudiez avec ardeur, spécialisez-vous en droit de la famille et n'oubliez jamais que derrière chaque dossier se cache un enfant qui a besoin que quelqu'un croie en lui. » De retour à Casa Herrera, Lucia retrouva Benjamin dans le jardin, entouré d'un groupe de nouveaux enfants. À 16 ans, il avait grandi, grand et robuste, si différent du gamin malade qui faillit périr de pneumonie. Lucie, la plate et il, étincelant de joie. Viens rencontrer les nouveaux. 3 frères et sœurs venaient d'arriver du Venezuela, Isabella, 9 ans, Diego, 7 ans, et le petit Matteo, 4 ans. Leurs parents étaient morts dans un accident, et ils n'avaient aucun proche au Mexique. Hola, dit Lucia en s'agenouillant pour se mettre à leur hauteur. Comment allez-vous, pana? Un large sourire éclaira leur visage lorsqu'ils entendirent ce mot typiquement vénézuélien. Toi aussi tu es du Venezuela, demanda Isabella, les yeux brillants. Je ne viens pas d'ici, mais j'ai appris à parler comme vous pour que vous vous sentiez plus en confiance, expliqua Lucia avec douceur. Elle avait étudié non seulement les accents, mais aussi les cultures de chaque pays latino-américain, les mots n'étaient que le début, comprendre les traditions et les coutumes était tout aussi crucial. Vous savez quoi? Ce soir, on va préparer des repas pour le dîner. Vous aimez? Les yeux des enfants s'illuminèrent, si, s'exclama Diego, mais ici, ils ne savent pas les faire correctement. Moi, je sais, répondit-elle fièrement, une fille vénézuélienne qui a vécu ici m'a transmis la recette de sa grand-mère. Plus tard, dans la cuisine de Casa Herrera, Lucia enseigna aux enfants mexicains comment façonner les repas tandis que les petits vénézuéliens guidaient le processus. Cette scène se renouvelait sans cesse, des enfants de différentes nations partageant leur héritage, autour d'une même table. Benja, toujours certain de vouloir être vétérinaire, demanda Lucia alors qu'il pétrissait la pâte. Oui, j'ai déjà envoyé ma candidature à l'université, je veux me spécialiser dans les animaux de la ferme. Pourquoi la ferme? Parce que beaucoup de familles de nos enfants viennent de la campagne, si j'apprends à soigner leurs bêtes, je pourrai aider leur communauté aussi. Depuis l'encadrement de la cuisine, Emiliano les observait, à 58 ans, il avait consacré sa vie entière à Casa Herrera, il avait délégué la gestion de ses autres entreprises à des directeurs et ne se concentrait plus que sur les enfants.
Comment s'est passée votre journée, leur demanda-t-il en s'approchant de la table. Bien, papa, répondit Lucia, la conférence à l'université s'est très bien déroulée, plusieurs étudiants veulent faire du service social ici. Excellent, acquiesça-t-il, nous avons toujours besoin de renforts. Benjamin releva la tête tout en dégustant son arepa. Papa, tu te souviens quand nous n'étions que nous trois? Bien sûr, pourquoi? Parfois, j'ai du mal à croire que nous avons maintenant 4 maisons et plus de 50 enfants. Emiliano esquissa un sourire tendre, tu sais ce qui est le plus incroyable? Chaque enfant qui arrive trouve sa place, tout comme vous l'avez trouvé tous les deux. Après le dîner, Emiliano réunit Lucia et Benjamin dans son bureau, il voulait évoquer l'avenir. J'ai une proposition, déclara-t-il solennellement, le gouvernement fédéral souhaite faire de Casa Herrera un modèle national, ils nous offrent leur soutien pour ouvrir 10 nouvelles maisons. Vraiment, s'écria Lucia, les yeux écarquillés, oui, mais il nous faudra des directeurs formés pour chacune, des personnes qui comprennent notre philosophie et nos méthodes. Benjamin se pencha en avant, tu penses à nous? Oui, toi, Lucia, pourrais diriger le programme national tout en terminant ta licence en politique publique, toi, Benjamin, tu pourrais gérer le programme de thérapie par les animaux que nous souhaitons développer. Un mélange d'excitation et de nervosité envahit Lucia, c'est une énorme responsabilité. Je sais, mais vous avez grandi ici, vous connaissez ce travail mieux que quiconque et, surtout, vous savez ce que ressentent ces enfants parce que vous avez vécu la même chose. Qu'en penses-tu, Benja? Je crois que nous devons le faire, nous pourrons aider bien plus d'enfants. Emiliano acquiesça, il y a une condition, vous devez d'abord terminer vos études, l'éducation est la base de tout. Bien sûr, acquiesça Lucia, j'aimerais même poursuivre un master en droit de l'homme internationaux à l'étranger, il y a un programme très réputé au Costa Rica, je pourrais y apprendre la législation régionale pour la protection des mineurs. À ces mots, une fierté mêlée d'une douce mélancolie s'afficha sur le visage d'Emiliano, ses enfants grandissaient et traçaient leur propre chemin. Il se tourna alors vers Benjamin, et toi, que penses-tu d'étudier à l'étranger? Moi, je préfère rester ici, je veux étudier à l'université locale et continuer à travailler avec les enfants, je n'aime pas m'éloigner trop de la maison, répondit-il avec fermeté. Cette nuit-là, une fois les enfants endormis, Emiliano resta dans son étude, feuilletant les photos des 5 dernières années, des clichés de remise de diplômes, de fêtes d'anniversaire, de pièces de théâtre jouées par les enfants, et tant de moments du quotidien remplis de joie pure. Sur le mur trônait la première lettre que Lucia lui avait adressée à ses 15 ans, « Merci de m'avoir enseigné qu'une famille ne se transmet pas par le sang, elle se construit avec amour et patience. » Casa Herrera avait guéri non seulement les enfants qui y arrivaient, mais aussi lui-même, il avait trouvé son véritable but dans la vie. Et, surtout, il sut que cette histoire ne faisait que commencer. Le palais national brillait sous le soleil matinal, les drapeaux mexicains flottaient doucement alors que des centaines de personnes remplissaient la cour principale. C'était le jour de la cérémonie annuelle de reconnaissance des organisations sociales exemplaires, Casa Herrera avait été choisi comme projet le plus remarquable de l'année. Emiliano, désormais âgé de 60 ans, ajusta nerveusement sa cravate, il avait prononcé d'innombrables discours sur les affaires, mais celui-ci était différent, il ne s'agissait pas de chiffres ou de profits, mais de vies transformées. Un peu nerveux, papa, demanda Lucia, âgée de 22 ans et fraîchement diplômée de son master au Costa Rica. Juste un peu, admit-il, c'est le palais national. Benjamin, 21 ans et en dernière année de médecine vétérinaire, esquissa un sourire rassurant, parle avec ton cœur, comme tu l'as toujours fait. Tous trois étaient élégamment vêtus, tout en préservant cette simplicité qui les caractérisait, Lucia portait une robe bleu marine sobre, Benjamin un costume gris, et Emiliano son costume noir préféré. Regardez, murmura Lucia en désignant les gradins, voici les enfants de toutes nos maisons. Dans une section spéciale, plus de 100 enfants étaient assis, ils venaient de Guadalajara, de Mexico, de Monterrey, de Mérida et des 6 nouvelles maisons ouvertes l'année précédente. Tous arboraient des t-shirts blancs ornés du logo de Casa Herrera, une maisonnette entourée de cœurs multicolores. Dont Emiliano. Lucia. Benjamin, les saluèrent-ils en agitant de petits drapeaux mexicains. Leurs visages rayonnaient d'une joie sincère et d'une sérénité qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Vous souvenez-vous quand nous n'étions que nous trois, demanda Benjamin. Comment pourrais-je l'oublier, répondit Emiliano. Aujourd'hui, nous formons une famille de plus de 300 personnes. C'était incontestable, en 8 ans, Casa Herrera avait essaimé pour compter 10 maisons dans divers États, abritant plus de 200 enfants, soutenus par une équipe de 100 professionnels entre psychologues, enseignants, travailleurs sociaux et personnel de soutien. La présidente du Mexique,
Marta González, monta à la tribune pour ouvrir la cérémonie « Buenos Días ». Aujourd'hui, nous célébrons ces organisations qui consacrent leur vie à faire du Mexique un pays meilleur pour nos enfants. Tandis qu'elle parlait, Emiliano revit le chemin parcouru, il pensa à cette nuit pluvieuse où Lucia s'était présentée à sa clinique, portant Benjamin dans ses bras. Il n'aurait jamais imaginé qu'à ce moment précis, leur vie allait basculer et que des centaines d'enfants trouveraient un foyer. Casa Herrera, poursuivit la présidente, a démontré qu'avec amour, dévouement et esprit d'équipe, nous pouvons créer des familles pour ceux qui n'en ont pas. Vous avez pris en charge plus de 500 enfants en 8 ans, et 95% d'entre eux se sont intégrés avec succès dans la société. Les chiffres étaient impressionnants, mais pour Emiliano, ce qui importait réellement, c'était le visage de chacun de ses enfants, comme Javier, qui étudiait aujourd'hui l'ingénierie, ou Maria, devenue institutrice, ou encore Carlos, qui dirigeait l'une des nouvelles maisons. C'est un honneur de vous présenter le fondateur de Casa Herrera, Monsieur Emiliano Aguirre, accompagné de Lucia et Benjamin Herrera Aguirre, qui sont le cœur même de cette organisation. Les trois montèrent sur l'estrade sous une pluie d'applaudissements. Emiliano s'approcha du micro et balaya la salle du regard, il y avait des représentants du gouvernement, des délégués d'autres associations, des journalistes, et, plus précieux encore, sa famille élargie. Buenos Días, entama-t-il d'une voix claire. Il y a 8 ans, j'étais un homme couronné de succès, mais vide, argent, entreprise prospère, tout ce que la société juge indispensable, mais je manquais de ce qui, en réalité, compte le plus, l'amour véritable et un but. Il fit une pause, le regard glissé vers les enfants rassemblés. Une nuit pluvieuse, une fillette de 11 ans est arrivée à ma clinique, portant son frère à demi-mort. Cette petite m'a supplié de sauver son frère, mais je ne savais pas qu'en exerçant ce geste, ce sont eux qui allaient me sauver la vie. Lucia sentit des larmes perler au coin de ses yeux, même après toutes ces années, se remémorer ce moment la submergeait d'émotion. Lucia et Benjamin m'ont appris qu'une famille ne se crée pas seulement par le sang, elle se construit avec amour, patience et la décision quotidienne d'être présent pour ceux qui ont le plus besoin de nous. Benjamin hocha la tête, ressuscitant dans sa mémoire tous les instants difficiles qu'ils avaient traversés. Casa Herrera est né parce que ces deux enfants extraordinaires m'ont montré qu'il en existait tant d'autres comme eux, qui attendaient simplement qu'on leur tende la main, ils n'avaient pas besoin de pitié, ils avaient besoin d'amour, d'éducation et de quelqu'un pour croire en leur potentiel. Emiliano désigna Lucia devant l'Assemblée. Aujourd'hui, Lucia dirige notre programme national et collabore avec des organismes internationaux pour renforcer les lois de protection de l'enfance, elle parle 5 langues et a contribué à élaborer des politiques publiques dans 3 pays. Puis il se tourna vers Benjamin. Benjamin a mis en place notre programme de thérapie par les animaux, aujourd'hui déployé dans plus de 20 organisations au Mexique. Il offre également des soins vétérinaires gratuits aux communautés rurales dont sont issus nombre de nos enfants. L'audience applaudit, émerveillée. Mais ce qui importe le plus n'est pas le chiffre ou les distinctions, ce sont les sourires, les étreintes, les cérémonies de remise des diplômes, et voir l'évolution d'un enfant apeuré et brisé jusqu'à ce qu'il devienne un adulte confiant et épanoui. Emiliano prit une profonde inspiration avant d'énoncer ces dernières paroles. Je pensais que je venais sauver 2 enfants, ce sont eux qui m'ont sauvé la vie, ils m'ont appris que le véritable succès ne se mesure pas en pesos, mais en vies transformées, ils m'ont montré que chacun mérite une seconde chance et que l'amour peut guérir n'importe quelle blessure. Les applaudissements furent assourdissants, les enfants de Casa Herrera se levèrent, criant et acclamant. Beaucoup dans l'auditoire avaient les larmes aux yeux. Lorsque les 3 quittèrent la tribune, journalistes et responsables vinrent les féliciter, mais ce qui les toucha davantage fut le moment où tous les enfants accoururent pour les serrer dans leurs bras. « Papa Emiliano » s'écria une fillette venue de Mérida, « tu es passé à la télé. » En quittant le palais national, main dans la main, Emiliano aperçut une petite fille d'environ 8 ans, seule près du portail, ses vêtements couverts de poussière, observant la fête de l'extérieur. « La voyez-vous tous » interrogea-t-il. Lucia suivit son regard et eut aussitôt la réponse à son intuition, « Je vais aller lui parler. » Elle s'approcha alors de la fillette et s'agenouilla à sa hauteur. « Bonjour » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Comment t'appelles-tu » murmura la petite. « Enchantée, Carmen, es-tu à l'abri maintenant ?» Et c'est ainsi que, dans le plus beau moment de leur succès, une nouvelle histoire d'espérance venait de naître. Quelle histoire magnifique nous venons de partager, le parcours de Lucia, de Benjamin et de Don Emiliano nous montre que l'amour véritable peut transformer les existences les plus meurtries et bâtir des familles là où régnait autrefois la détresse. Casa Herrera nous enseigne que chacun mérite une seconde chance et que, lorsque nous tendons la main pour aider autrui, c'est souvent nous qui recevons la plus grande bénédiction. Si ce récit a touché votre cœur comme il a touché le nôtre,
n'hésitez pas à le partager avec vos proches, ces histoires d'espérance méritent d'atteindre le plus grand nombre. Votre soutien compte énormément pour nous et nous encourage à poursuivre la création de contenus inspirants et porteurs de changement. Pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Dites-nous, depuis quel pays nous suivez-vous aujourd'hui? Écrivez-le en commentaire, chacun d'entre vous fait grandir un peu plus cette belle famille.